Donc, bienvenue à ce webinaire consacré au à la Covid-19 et à la mise à jour du document unique d'évaluation de risque professionnel. Donc, ce webinaire vous est présenté par les services de Lyon et en particulier donc par Valérie à Auxerre et par moi-même à Sens. Il s'inscrit dans une action régionale et nationale des rencontres santé-travail. Donc, vous verrez, si vous allez sur le lien proposé dans le chat, et puis qui vous sera envoyé par la suite que cette présentation est la 5e de la journée, et qu'il y en a d'autres, et on en fera référence tout au long de cette présentation. Donc, pour tous les aspects techniques, on a bien fait le tour. Vous pouvez poser vos questions. Valérie en reparlera. Je vais me présenter. Donc, Lucas Strougar, je suis conseiller en prévention au service santé au travail du Nord de Lyon. Et je vais laisser la parole à Valérie, ma consoeur à Auxerre. Bonjour, donc je m'appelle Valérie Lux, je suis donc ergonome au service de santé au travail à Auxerre et aujourd'hui nous sommes accompagnés et aidés par une intervenante en prévention des risques professionnels d'Auxerre également, Marie-Noëlle Charrier, qui va être donc modérateur pour cette séance que vous pourrez éventuellement voir vous répondre dans le chat. Modérateur AIST 89 et qui va donc nous aider à répondre au mieux à vos questions. On y répondra à la fin de la présentation et en fonction du temps qui nous restera, puisqu'il y a une présentation encore derrière nous. Mais ne soyez pas inquiets, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on se chargera d'y répondre par mail par la suite, puisque toutes vos adresses mail et vos questions seront enregistrées. Voilà, merci Valérie. Donc, on va passer au sommaire de cette présentation. Alors, il est assez simple. Dans un premier temps, on va vous rappeler ce qu'est le document unique. Alors, le contexte réglementaire et puis à quoi il vous sert en entreprise. Ensuite, pourquoi le mettre à jour, notamment dans le contexte de la Covid-19. S'en suivra la méthode pour mettre à jour le document unique. Alors, on fera un focus sur le fait que ce n'est pas aujourd'hui une formation sur le document unique, mais bien un rappel de ce que c'est et de l'utilité que ça peut avoir dans le cadre de la Covid. Le document unique amenant à une notion de mise en place d'un plan d'action, donc quelle prévention adopter face à la Covid-19. Donc, on fera un focus sur l'ensemble des moyens de prévention qui peuvent être mis en œuvre. Dans le cas où la prévention n'a pas été suffisante, on vous parlera du protocole lié à la prise en charge d'un salarié symptomatique. Et pour finir, quelques liens utiles qui vous permettront d'approfondir le sujet, parce qu'on ne pourra pas tout passer en revue. Et puis surtout, pour pouvoir suivre l'évolution, vous avez vu encore hier, il y a eu des nouvelles informations qui sont sorties par rapport à la Covid, donc quelques liens utiles. Alors, qu'est-ce que le document unique? Alors, tout d'abord, c'est une obligation réglementaire puisque c'est dans le Code du travail. Alors, attention, le document unique n'est pas apparu en même temps que la Covid-19. C'est une problématique quand même beaucoup plus ancienne qui date de 2001. Ce n'est pas 2019, c'est 2001. Donc, au-delà de l'aspect réglementaire, c'est surtout un outil qui doit vous permettre de formaliser, de tracer, de regrouper l'ensemble des informations que vous mettez en œuvre souvent au quotidien et sur le long cours dans vos entreprises par rapport à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Donc, c'est-à-dire regrouper ce que vous faites. Et ce n'est pas une fin en soi, le document unique, c'est aussi en fait un outil dans la démarche globale d'évaluation des risques professionnels. Donc, vous avez ici un schéma visuel qui vous permet de voir la vue d'ensemble de la démarche d'évaluation de risque professionnel. Donc, la première étape n'est pas le document unique, c'est la phase préparatoire, c'est préparer cette démarche. Alors, pour cette préparation, il y a déjà l'analyse documentaire. Alors, vous avez sûrement entendu parler, ou vous en avez sûrement sous la main, des fiches d'entreprise. C'est un peu le pendant du document unique. C'est un document qui est réalisé par votre service santé au travail. Donc, si vous n'en avez pas, ça peut être l'occasion de la mettre à jour ou de la réaliser. Et cette fiche d'entreprise, c'est un peu la carte d'identité de votre entreprise. C'est l'inventaire des risques et des moyens de prévention existants. Voilà, donc c'est déjà un bon pied à l'étrier
pour pouvoir attaquer le document unique. Vous avez d'autres sources d'informations type fiche de données de sécurité. Donc ça, c'est relatif à un risque, le risque chimique, donc qui vous donne certains types d'informations par rapport à un risque. Donc tout ça, c'est une phase d'analyse des documents que vous avez à votre disposition. Il y a aussi l'analyse terrain. Hein, on ne va pas attaquer le document unique d'un seul coup. Il va falloir s'attarder à qu'est-ce qui se passe sur le terrain et surtout d'éviter de faire un document unique sur la base du travail prescrit. Il s'agit de voir ce qui se passe réellement, donc le travail réel. Hein, on sait très bien qu'il y a toujours une différence entre la fiche de poste et ce qui se passe sur le terrain. Donc le document unique, on ne le fait pas sur le travail prescrit, sur des fiches de poste, on le fait sur ce qui se passe sur le terrain. L'étape numéro 2, une fois qu'on a implanté le décor, on rentre dans le vif du sujet du document unique, c'est l'inventaire et l'évaluation de risques professionnels. Donc, inventaire, donc on fait l'inventaire des situations de danger, on évalue les risques, on hiérarchise grâce à cette évaluation, et ensuite, tout ça permet de mettre au propre et de rédiger ce qu'on appelle le document unique. Si on fait l'inverse, c'est un seul document qui regroupe toutes les informations, c'est pour ça que ça s'appelle document unique. Une fois que ce document unique est construit, comme je disais sur la diapo précédente, ce n'est pas une fin en soi, ça doit permettre de construire un plan d'action de prévention pour faire évoluer la prévention dans votre entreprise. Il faut construire un plan d'action. Ça ne se fait pas la fleur au fusil, donc on rédige et ensuite on met en œuvre ce plan d'action, alors que ça soit à court, moyen ou long terme. L'idée, c'est de le mettre en œuvre par rapport à ce qui a été prévu et puis surtout de suivre ces actions de prévention, cette mise en œuvre, pour ensuite, vous voyez, la boucle est bouclée, on retourne à l'étape 2. Une fois qu'on a mis à jour son document unique, ça permet à nouveau de construire un nouveau plan d'action. Hein, le document unique, ce n'est pas un instant T, ce n'est pas du one-shot, c'est on met à jour de manière régulière, c'est de l'amélioration continue. Voilà, donc vient s'insérer là-dedans la Covid-19, on va voir comment. Donc, pourquoi mettre à jour son document unique? Alors déjà, il y a un aspect purement réglementaire où le Code du travail dit qu'il faut le mettre à jour tous les ans. Alors c'est assez logique. Dans une année, dans une entreprise, il se passe pas mal de choses. Et donc du coup, même si on juge à première vue qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait en termes de prévention, en tout cas, il faut se pencher sur ce qu'on devait faire, voir ce qui a évolué aussi en termes de risque professionnel. Donc la fréquence annuelle est relativement logique et intéressante. Ensuite, on n'est pas obligé d'attendre qu'une année se passe. On peut avoir des changements en termes d'organisation ou d'équipement dans son entreprise qui viennent modifier les conditions de travail des salariés. Et dans ce cas-là, c'est une bonne chose de s'atteler à référencer tout ce qui a été fait dans le document unique. Et le dernier point, c'est quand vous arrive une nouvelle information par rapport à un risque que vous connaissez déjà, mais des nouvelles données. Et c'est là où on va faire le lien avec la Covid-19. Ça vient modifier le risque biologique, hein, parce qu'on ne connaissait pas ça avant, donc du coup, il y a plein de nouvelles données. Et donc, le document unique, il va vous servir à quoi? Il va servir à évaluer et prévenir les risques liés à cette pandémie. Et donc, du coup, de mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées pour vos salariés. Voilà. Donc, c'est pour ça que le document unique et sa mise à jour trouvent toute son utilité dans le document unique. Donc, je vais laisser la parole à Valérie pour la suite. Voilà, donc je vais poursuivre effectivement en vous présentant bien, comment mettre à jour son document unique. Donc, évidemment, ce n'est pas une nouveauté pour vous puisque vous avez l'habitude de mettre à jour votre document unique au moins une fois par an, comme on vient de le voir. Et du coup, on va suivre 3 étapes importantes qui vont être en premier lieu l'identification. Donc, on va identifier les dangers. Ensuite, on va évaluer et enfin hiérarchiser. Donc, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est finalement la démarche globale, d'accord? Puisque je ne connais pas vos documents uniques, ils doivent être très différents respectivement. Vous pouvez chacun utiliser des outils différents puisque la réglementation n'impose pas en fait un document type, mais donne quand même des recommandations. Donc, du coup, je vais être obligée de parler de manière générale et évoquer effectivement surtout la mise à jour de ce document unique en lien avec un nouveau danger qui est donc le coronavirus.
Alors, la première étape donc, que je vous ai évoquée, c'est l'identification. Identification des dangers, c'est une étape indispensable. Donc, vous allez identifier pour chaque unité de travail les situations pour lesquelles la transmission de la COVID-19 existe. Donc, on va parler de deux types de contacts. Les contacts directs de personnes situées à moins d'1 mètre et les contacts indirects par des objets, poignées de porte, documents, matériels. Donc, juste quelques mots, même si on n'est pas dans un module qui est là pour vous aider à rédiger votre document unique, mais c'est important de bien avoir défini déjà la notion d'unité de travail, puisque c'est quand même la base de cette identification, hein, votre découpage de l'entreprise en unité de travail. Donc, c'est vraiment un groupe de salariés, de travailleurs qui vont être regroupés. Alors, bien souvent, ce sont des mêmes métiers ou des fonctions identiques et ce sont en fait des personnes qui vont être exposées à des dangers similaires également en termes de fréquence d'exposition. Alors, cette première phase d'identification est importante et on va prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. Alors, l'exemple des hôtesses de caisse, par exemple une caissière d'un supermarché, va être exposée à des contacts directs avec les clients, hein, en continu pendant sa journée, mais également avec certains collègues hein, dans son quotidien de travail. Et puis à des contacts indirects, alors qui sont peut-être parfois un petit peu plus difficiles à appréhender, mais qui sont également très importants, comme la monnaie qu'elle peut manipuler, ou les marchandises qui vont circuler sur son tapis et qui vont également être manipulées d'une part par les clients et puis ensuite par la salariée. Alors, comme vous l'avez compris, dans votre mise à jour annuelle du document unique, peut-être que vous aviez déjà identifié pour certaines situations de travail le risque biologique, puisque le coronavirus est donc un nouveau virus hein, que l'on ne connaissait pas, mais qui est en fait un agent biologique. Donc, peut-être que votre mise à jour, vous allez l'intégrer dans la partie risque biologique. Vous allez du coup ajouter des situations dangereuses que vous n'aviez pas indiquées auparavant. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier et qui est également très important, ce sont en fait les situations de travail qui vont être impactées par la COVID-19, mais pour d'autres risques que le risque biologique. Je m'explique. Le contexte sanitaire et le coronavirus eh bien, vont avoir un impact sur d'autres risques professionnels. Par exemple, les risques psychosociaux. Alors effectivement, hein, on a beaucoup parlé du télétravail et mon collègue vous en parlera également par la suite. Le télétravail eh bien, peut engendrer par exemple l'isolement hein, de certains salariés et donc avoir un impact sur le risque psychosocial. Les organisations du travail sont également très modifiées par le contexte sanitaire et donc peuvent aussi impacter les risques psychosociaux en termes de charge de travail, d'absentéisme, etc. Les risques physiques peuvent également être impactés, que ce soit les postures ou les manutentions. Pour revenir au télétravail, effectivement, lorsque l'on est installé chez soi, on n'est pas forcément aussi bien installé qu'au bureau, c'est-à-dire en termes de matériel, le fauteuil, les repose-pieds, la position de l'écran, par exemple, si bien que ça peut avoir des conséquences sur les postures. Les manutentions également, parce que, comme on l'a dit, hein, l'organisation du travail ayant été impactée, eh bien, parfois, il faut pallier à l'absentéisme. Donc, des tâches que l'on réalisait précédemment par 2 ou 3 opérateurs, on va parfois se retrouver seul. Donc, du coup, avec un impact pour les risques physiques qui est donc plus important.
Enfin, dernier exemple, le risque chimique, parce qu'effectivement, on parle beaucoup, et mon collègue vous en parlera par la suite, il y a des phases de nettoyage, de désinfection qui sont beaucoup plus importantes avec l'apparition de la Covid-19. De ce fait, eh bien, des opérateurs qui n'étaient pas impactés par le risque chimique auparavant dans leur situation de travail peuvent dorénavant être concernés, hein. Donc, il ne faudra pas l'oublier dans cette mise à jour du document unique. Ce n'est pas directement lié au coronavirus, mais ça a des conséquences sur l'ensemble de la mise à jour de votre document unique. Alors, lorsque vous aurez fait cette première phase d'identification des dangers, donc c'est la première étape indispensable, vous allez ensuite passer à l'analyse des risques, c'est-à-dire que vous allez définir les conditions d'exposition. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais rester très, très général, puisque selon l'outil que vous utilisez, alors certains vont peut-être poser dans les questions, voilà, selon mon outil, eh bien, je peux prendre en compte les mesures de prévention, l'effectif, etc. Les adhérents eh bien, de Lyon ou du 71 nous parleront d'objectifs DU, du Nord-Franche-Comté d'empreintes, ainsi de suite. Selon l'outil que vous utilisez, vous pouvez avoir créé votre propre outil ou utiliser un outil groupe. De manière générale, il faudra quand même prendre considération de 2 critères au minimum, la fréquence d'exposition et la gravité des dommages. Donc, vous allez croiser ces 2 indicateurs pour définir votre risque. Alors, cette évaluation des conditions d'exposition va vous permettre de dégager des priorités d'action, puisque, comme on l'a dit au préalable, l'objectif de cette mise à jour du document unique en lien avec la Covid-19, c'est de pouvoir dégager des priorités d'action et de protéger les opérateurs. Donc, c'est effectivement une approche par cotation qui va être réalisée à l'aide de la fréquence, de la gravité et du degré de maîtrise du risque. Tout ça pour aboutir à des priorités que l'on peut classer de trois manières. Priorité 1, 2 et 3, qui sont bien souvent définies par un code couleur, rouge, orange, vert, qui permet aussi une classification visuelle lorsque l'on travaille sur des plans d'action qui soient du coup plus faciles. Alors voilà, vous avez cet exemple de graphique qui peut vous aider à déterminer les priorités d'action. Vous voyez en axe des abscisses la fréquence d'exposition avec une fréquence faible, moyenne, fréquente, très fréquente, que vous allez déterminer selon l'exposition quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou voire annuelle. Et ensuite, vous allez croiser avec la gravité des dommages qui est définie en axe désordonné, qui est coté de faible à très grave selon bien l'impact pour la santé des opérateurs. Alors, on va prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. Alors, on va rester dans l'exemple de la caissière, l'hôtesse de caisse, avec du coup 2 lignes de danger qui ont été appréhendées. Les agents biologiques, avec du coup une nouvelle situation dangereuse, le contact rapproché des caissières face aux clients, et donc qui est considéré comme un contact direct et qui favorise la transmission du coronavirus. Donc, vous voyez qu'on a coté, pour exemple, une fréquence du coup à 4, très fréquente, puisqu'on considère que quasiment pendant l'ensemble de sa journée de travail, elle est exposée à des contacts rapprochés. Nous avons croisé avec une gravité que l'on a cotée en grave, on va dire effet irréversible pour la santé, et donc qui nous fait un croisement dans une zone rouge avec une priorité 1. Ensuite, une deuxième ligne de cette évaluation pour cette situation de travail avec les agents chimiques.
nous avons considéré le nettoyage du matériel et l'utilisation de produits chimiques pour éliminer le coronavirus. Alors, on précise cette situation dangereuse parce qu'on est dans une mise à jour. Et je dirais, avant l'épisode sanitaire que l'on vit actuellement, la caissière, elle nettoyait son tapis, son matériel en fin de poste habituellement. Sauf que là, depuis la Covid-19, cette mise à jour doit intégrer de nouveaux produits chimiques, puisque là, le nettoyage, la désinfection doit avoir lieu beaucoup plus fréquemment et avec de nouveaux produits chimiques, d'où l'importance de cette mise à jour. Et donc, on a pris un autre exemple en termes de conditions d'exposition, avec une fréquence un peu moins importante que les contacts directs, plutôt en côté fréquente, et une gravité que l'on a définie comme moyenne à 2, qui nous permet un croisement en priorité 2. Donc, vous voyez, d'après ces deux exemples, eh bien, une hiérarchisation peut se faire avec une priorité 1 pour les agents biologiques et une priorité 2 pour les agents chimiques. Donc, vous voyez effectivement peu importe l'outil que l'on utilise, c'est vraiment la démarche qui est importante et qui doit vous permettre une hiérarchisation. Au final, vous allez travailler à l'élaboration d'un plan d'action pour définir les actions à mettre en œuvre, supprimer ou limiter les risques identifiés. Ce plan d'action, je dirais comme habituellement, il va comprendre là où les actions auxquelles vous allez réfléchir, le responsable ou les responsables, le délai, l'état d'avancement et le budget que vous allez y consacrer. Alors, je vais laisser mon collègue reprendre la parole puisqu'il va justement poursuivre avec ce plan d'action et vous expliquer quelle prévention vous allez pouvoir adopter face à la Covid-19. Bien, merci Valérie. Donc du coup, effectivement, élaborer un plan d'action, ça veut dire moyens de prévention. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet des moyens de prévention liés à la Covid, alors je donnerai quelques exemples quand même sur cette diapo. Vous avez devant vos yeux les 9 principes généraux de prévention. Alors, ça fait référence en termes de prévention, parce que c'est déjà d'une part présent dans le Code du travail, et c'est la base à tout travail d'élaboration d'un plan de prévention. Comment hiérarchiser les actions de prévention, comment les choisir, comment les trouver, etc. Donc, le premier, c'est éviter les risques. Alors, dans le cadre de la Covid-19, c'est un petit peu compliqué d'éviter la Covid, puisque pour l'instant, ce virus circule de manière assez large dans le pays et dans le monde. Donc, pour le point 1, on est un petit peu coincé. On arrive au point 2, qui est évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Alors, on est bien dans ce cas-là. Alors, évaluer les risques, si vous avez bien suivi depuis 30 minutes, il s'agit du document unique. Ensuite, il va falloir combattre les risques à la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser en amont, le plus en amont possible, plutôt que d'aller au cas par cas. Ensuite, si vous êtes amené à modifier les conditions de travail, l'organisation, le matériel, il faudra toujours penser à adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter aux changements que vous mettez en œuvre dans l'entreprise. En tout cas, par rapport à ses capacités. Ensuite, le point numéro 5 va être de tenir compte de l'évolution de la technique. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la Covid et de l'affaire des masques, où il y avait un temps pas de masque, du coup, il y a eu du système D. Ensuite, il y a eu des normalisations, la FNORC est passée par là. Et donc, du coup, techniquement, les choses ont évolué. Donc, tenir compte de l'évolution de la technique, c'est ça, c'est de se tenir informé et de faire en sorte d'avoir le matériel le plus adapté à un instant T, évidemment. Ensuite, le point numéro 6, c'est remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Alors, je prends l'exemple du risque chimique. Dans le cadre de la Covid, il y a eu encore une fois des pénuries de produits d'entretien classiques virucides et donc beaucoup de monde s'est tourné vers la javel. Alors, on sait très bien que c'est dangereux.
C'était bien quand on n'avait rien d'autre, mais là, il va falloir penser à remplacer cette javel par des produits qui sont quand même plus adaptés à l'utilisation pour lesquels ils sont prévus. Ensuite, le point numéro 7, c'est planifier la prévention. Ce que vous allez mettre en œuvre, il ne faut pas que ça se fasse quand il reste du temps. Il faut que ça soit prévu dans la vie de l'entreprise pour que ça soit efficace. Ensuite, le point numéro 8, c'est prendre des mesures ou les mesures de protection collective en priorité sur les mesures de prévention individuelle. Alors, je referai un petit focus sur la diapo suivante par rapport à ce point-là. C'est-à-dire que plutôt de se concentrer sur les salariés un par un, il faut mettre en place des choses qui concernent tout le monde, ou en tout cas un maximum de salariés. Et pour finir, le point 1 à 8 ne sert à rien si les instructions appropriées ne sont pas données aux salariés. Et ça, ce n'est pas un instant T, c'est au long cours. Les salariés, il faut qu'ils soient informés de ce qui se passe, des évolutions de leurs conditions de travail. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment le dernier, mais aussi le plus important. Donc, je reviens sur la notion de prévention collective et individuelle. Vous avez les deux visuels sur la même diapo. Donc, vous avez compris, la priorité, c'est donc limiter ou confiner le risque le plus en amont possible à la source. Ça permet de protéger un ensemble de salariés plutôt qu'un salarié par un salarié. Et donc, du coup, c'est à mettre en œuvre de façon prioritaire par rapport à une prévention individuelle. Et du coup, quand est-ce qu'intervient la prévention individuelle? C'est quand la protection collective est insuffisante, voire impossible. Dans ce cas-là, on met en œuvre ce qu'on appelle des moyens individuels de protection, autrement appelés EPI, équipement de protection individuelle. Et dans le cas de la Covid, je ne vous fais pas de dessin, vous aviez deviné ce que c'est. Alors, là, on va passer à du un petit peu plus concret. Alors, avant de vous présenter ce qu'il y a à l'écran, je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de présentations qui ont été faites tout au long de la journée. Et donc, vous verrez, j'y fais référence pour ne pas prendre un quart d'heure à chaque fois. On ne va pas refaire un travail qui a été très bien fait par nos consoeurs et confrères de la région. Donc, n'hésitez pas à aller voir les supports et les présentations qui vous seront proposés. Donc, le premier point, dans un bloc de prévention organisationnelle, organisation, c'est plutôt lié au collectif. C'est pour ça que je vous le présente en premier. Donc, les fameux gestes barrières, les mesures barrières. Donc, vous les connaissez, mais on va les rappeler. Donc, le lavage des mains au savon. Toujours le débat savon vs gel hydroalcoolique. Donc, c'est quand même mieux de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Et pour compléter ou pour remplacer quand ce n'est pas possible, au gel. Ensuite, tousser ou éternuer dans son coude pour éviter d'en faire profiter tout le monde. Ensuite, l'utilisation de mouchoirs en papier, ou en tout cas à usage unique, pour éviter d'utiliser X fois le même mouchoir. Et pour finir, éviter absolument toutes les poignées de main, les embrassades, les accolades, qui sont par définition un contact direct. Donc, on évite ce genre de gestes. La notion de respect des distanciations sociales. Alors, vous voyez, il y a un petit visuel avec 1 mètre et aussi la notion de jauge est de 4 mètres carrés par personne. En fait, c'est 1 mètre en tous sens. Donc ça peut vous être utile dans la notion de combien de personnes peuvent être dans une pièce, dans un atelier, en même temps. Voilà. Et puis, surtout, à quelle distance les uns des autres. Donc ça, c'est la deuxième mesure. La troisième, alors, le télétravail. Malheureusement, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a beaucoup d'entreprises, télétravailler, c'est juste impossible, ça n'aurait pas de sens. Par contre, pour les entreprises, les organisations qui le peuvent, dans la mesure du possible, privilégier le télétravail. Alors attention, ne pas créer un nouveau risque ou 2 nouveaux risques avec le télétravail. Et pour ça, je vous invite à aller voir la présentation qui a été faite ce matin par MT71, qui fait vraiment tout le tour de cette notion de télétravail. Ensuite, on a la notion d'outils, de matériel, de postes de travail, de matériel partagé. On sait en gros toutes ces surfaces qui peuvent vous amener à du contact direct entre les individus. Donc, dans la mesure du possible, essayer d'individualiser les outils ou le matériel à disposition. Alors, vous avez quelques exemples qui peuvent concerner la logistique, le BTP, l'industrie, ou on peut même avoir dans le tertiaire, dans les open space, des postes de travail partagés, donc à éviter, essayer d'individualiser les choses. Et puis dans le cas du matériel partagé, donc d'essayer de désinfecter le plus souvent possible, ou en tout cas de se laver les mains avant, après. Voilà, donc la diapo suivante qui concerne toujours la prévention organisationnelle. Donc, aérer les locaux régulièrement. Alors, l'indicateur, c'est 15 minutes toutes les 3 heures.
C'est une bonne fréquence pour renouveler l'air d'une pièce, d'un atelier. Alors, dans le cas où il n'y a pas de possibilité d'aérer les locaux régulièrement, avec des fenêtres qui donnent vers l'extérieur, vous verrez, il y a une petite alternative, ou en tout cas, quelque chose qui permet d'améliorer le fait qu'on soit dans un local fermé. Ensuite, la notion de référent Covid. Alors, encore une fois, il y a une très bonne présentation qui a été faite en début d'après-midi par mon collègue de l'OPSAT qui fait tout le tour de cette question-là. Et vous verrez, il y a certains points qui sont en corrélation avec ce que je suis en train de vous présenter. Donc, ça fera un bon complément de ce que je suis en train de vous parler. Ensuite, donc, je vais dire quand même ce qu'est le référent Covid. Hein, c'est une personne qui va coordonner toute l'activité, toute la prévention liée à la Covid-19. Alors, dans les petites entreprises, c'est souvent le chef d'entreprise, mais ce n'est pas une obligation. Hein, ça peut être un chef d'équipe, ça peut être pas n'importe qui, mais en tout cas quelqu'un qui va avoir la délégation de l'employeur quand ce n'est pas l'employeur qui prend cette responsabilité-là, ce rôle-là en tout cas. Organiser la circulation, alors ça c'est plus la notion de flux dans l'entreprise, que ça soit entre les salariés, que ça soit avec le public, les visiteurs, les clients, les fournisseurs, etc. Toutes les personnes qui peuvent rentrer et sortir, alors avec la notion éventuellement de modification horaire, hein, avec la notion des vestiaires, pour éviter que tout le monde se croise à l'entrée et à la sortie, surtout pour les entreprises où il y a du travail en équipe. Pour terminer la prévention organisationnelle, toute la planification du nettoyage. Alors, vous avez probablement des habitudes d'entretien de vos bâtiments, de vos locaux, mais vous avez constaté que la Covid implique une nouvelle organisation par rapport à ça, donc il faut forcément le planifier. Ça nécessite plus de rigueur et d'utilisation de produits adaptés aussi. J'en ai parlé un petit peu auparavant. Donc, il faut bien la planifier, que ça soit prévu dans votre activité et que ça ne se fasse pas au coup par coup en disant « tiens, on a touché cette surface, il faut la désinfecter ». Pour l'aspect organisationnel, on a fait le tour. On arrive à la prévention technique, alors un petit peu plus limitée, mais pas forcément inutile. La notion de barrière physique. Alors, vous avez à l'écran un écran en plexiglas. C'est le grand classique, vous l'avez sûrement tous vu dans vos commerces quand vous allez faire vos courses, ou si vous êtes un commerce vous-même, vous avez sûrement mis ça en place. C'est aussi utilisable dans le tertiaire, éventuellement dans l'industrie aussi, avec des choses des fois faites un petit peu maison. Voilà, l'idée, c'est d'une séparation physique entre les personnes dans une même pièce, dans un même lieu en tout cas. Alors, pensez bien à nettoyer ces surfaces, parce qu'elles peuvent être du coup, à force, un nid à pathogène, et pas que du coronavirus d'ailleurs. Donc, par rapport à l'aération dont je vous parlais juste avant, quand ce n'est pas possible, ou en complément, il y a aussi la ventilation mécanique, ce qu'on appelle VMC. Hein. Alors attention, bon, si vous n'en avez pas, bon, voilà, c'est une chose, mais dans le cas où vous en avez, il faut vous assurer qu'elle fonctionne correctement et surtout qu'elle est entretenue. Encore une fois, hein, le type de matériel mal entretenu, ça peut créer plus de problèmes que ça n'en résout. Voilà. Et pour terminer, hein, si on suit les principes généraux de prévention, on arrive à la notion de l'individu. Donc, prévention individuelle, EPI. Et bon, là, ce n'est pas une surprise, port du masque obligatoire. Alors, il y a tout un débat sur peut-on ou pas porter le masque dans certaines conditions d'aération, de ventilation, de surface, etc. Avec les jauges, les indicateurs rose, rouge, pourpre par département. Partez du principe port du masque obligatoire. Vraiment, le fait de ne pas avoir à le porter est extrêmement limité et probablement va être amené à changer au vu de l'évolution de l'épidémie. En dernier, 3 EPI qui peuvent être utiles selon l'activité. Attention, c'est vraiment spécifique, lunettes, blouses et gants pour des métiers, notamment les métiers de soins, des personnels qui sont très exposés à la Covid et à d'autres agents. D'ailleurs, c'est souvent des métiers qui ont déjà des habitudes de travail par rapport à ça, donc il n'y a pas de gros changements pour eux, mais ça peut être un complément si ce n'était pas le cas. Et pour terminer, si vous avez bien suivi les principes généraux de prévention, 7.9, c'est informer les salariés, donc c'est sensibilisation, formation, information des salariés.
Donc, que ce soit par des notes de service, que ce soit par le règlement intérieur, que ce soit par de l'affichage, que ce soit par des points sécurité, peu importe. Enseigner, c'est répéter, donc ce n'est pas un instant T, ça se fait au long cours et en fonction de l'évolution de la situation. J'ai vu dans les questions le lien avec le privé, c'est aussi là où vous pouvez ouvrir un petit peu le débat et sensibiliser les gens sur le fait que ce risque-là, il ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Hein, c'est avant, pendant, après. Et donc, du coup, ça peut avoir un intérêt à ce moment-là d'élargir la question à la sphère privée. Alors, en gardant certaines limites, bien sûr, mais en tout cas, ça aura tout son intérêt dans le cadre de la Covid. Alors, je reprends l'exemple de Valérie tout à l'heure. On garde notre hôtesse de caisse, caissière de supermarché. Donc, on reprend le premier risque, enfin le premier danger agent biologique avec la notion de Covid-19. Donc, toujours contact rapproché des caissières face aux clients. Donc, ce qui favorise la transmission du virus. Donc là, on a gardé à l'écran, hein, puisqu'on est dans la notion de plan d'action, que la priorité numéro 1. Vous avez vu qu'il n'y a plus les critères de cotation, ce qui sont plus importants dans ce cas-là. On est à l'étape suivante de plan d'action. Donc, les actions décidées, alors là, c'est des exemples, hein, la barrière physique, l'écran, je viens d'en parler, le masque, nettoyage du matériel, que ce soit le tapis roulant, que ce soit les terminaux de paiement, et puis les mesures barrières, et notamment le lavage régulier des mains, hein, si on touche de la monnaie ou ce genre de choses. Puis les courses des particuliers, des clients. Le responsable, alors ça peut être le référent Covid ou autre personne, hein, le référent Covid a un rôle de coordination, ce n'est pas forcément lui qui va tout faire au jour le jour. Le délai, a priori, quand même le plus rapidement possible si ce n'est pas encore fait. Et puis le coût, en fonction du matériel dont vous avez besoin. Le deuxième danger qui avait été évoqué, c'est les agents chimiques. Donc, utilisation d'un matériel et de produits qui visent à éliminer le coronavirus. Donc, priorité numéro 2. Et là, il va falloir évaluer le risque chimique, puisque il faut savoir ce qu'on utilise. Donc, je vous fais un rappel sur les ressources documentaires qui visent à préparer le document unique, donc notamment les FDS, fiches de données de sécurité, qui vous donneront des informations spécifiques sur les conditions d'utilisation, de stockage, etc. Donc, ça vous permettra éventuellement de rechercher des produits moins nocifs, entre parenthèses, Javel, et ensuite aérer le plus souvent possible, hein, parce que on met en œuvre des produits chimiques, donc il faut pouvoir renouveler l'air par la suite. Responsable qui peut être une autre personne, un délai toujours dans les plus courts délais possibles, et puis éventuellement dans ce cas-là, en attente de devis, voilà, c'est pour illustrer un petit peu le propos, donc on a fait quelque chose d'assez réaliste. Donc je vais redonner la parole à Valérie, voilà, donc des moyens de prévention, et malgré ça, s'il y a un salarié qui présente des signes, quoi faire? Voilà, donc je vais terminer cette présentation effectivement par la prise en charge d'un salarié symptomatique et notamment pour vous aider à définir le protocole que vous devez établir. Alors, pour cela, on s'appuie sur le protocole national du 31 août 2020 qui est sorti donc récemment et qui indique effectivement que l'entreprise doit rédiger en lien avec le service de santé au travail une procédure adaptée à la prise en charge sans délai des personnes symptomatiques. Alors, personnes symptomatiques, il faut peut-être déjà aussi définir de quoi il s'agit. Une personne va être symptomatique dans la mesure où il y aura présence de fièvre et ou une toux, des difficultés respiratoires ou à parler, avaler, perte du goût et de l'odorat. À partir de ce moment-là, le protocole va se décomposer en 3 étapes. Tout d'abord, on va isoler, puis protéger et rechercher des signes de gravité éventuels. Alors, on va voir chacune de ces étapes. La première étant effectivement d'isoler la victime dans une pièce dédiée et aérée avec port du masque chirurgical. Donc, l'apport du masque chirurgical pour la victime, mais également pour la personne qui va la prendre en charge. À partir du moment où la victime est isolée, la conduite à tenir va dépendre de l'état justement de la victime et de la gravité des symptômes. Alors, pour cette étape, vous allez mobiliser le professionnel de santé dédié à l'établissement, hein, s'il y en a un, sinon un sauveteur secouriste du travail,
formés à la Covid-19, depuis le déconfinement, la reprise des formations, eh bien, les SST qui sont mis à jour de leurs compétences ont une partie dédiée à la Covid-19 et sont donc formés. Ou alors, le référent Covid que vous aurez nommé au sein de l'entreprise. Alors, cette personne, eh bien, elle va devoir définir s'il y a absence ou présence de signes de gravité. Si elle détermine qu'il y a absence de signes de gravité, à ce moment-là, il va falloir organiser le retour au domicile après quand même avoir recueilli confirmation d'un avis médical. Alors, cet avis médical peut être recueilli auprès du médecin traitant. Si la personne n'a pas de signe de gravité, elle peut très bien contacter son médecin traitant, lui expliquer la situation pour avoir confirmation de cette absence de signe de gravité, ou auprès du médecin du travail. Par contre, si la personne qui donc a pris en charge la victime eh bien, a un doute et pense qu'il y a présence de signes de gravité, à ce moment-là, il va falloir composer le 15 et suivre les consignes qui vous seront données. Ensuite, eh bien, il va falloir évacuer la victime. Alors, si le salarié eh bien, n'a pas de signe de gravité, peut regagner son domicile, l'employeur va pouvoir, du coup, en concertation avec lui, eh bien, l'autoriser à reprendre son véhicule ou à contacter un proche pour qu'il vienne le chercher. Dans tous les cas, il faudra éviter, dans la mesure du possible, les transports en commun. Si un cas Covid-19 est confirmé, à ce moment-là, eh bien, c'est l'identification et la prise en charge des cas contacts qui vont être organisés par les acteurs du contact tracing. Donc là, on fait référence au médecin qui va prendre en charge le cas et aux plateformes de l'assurance maladie. Donc, le médecin du travail peut effectivement faciliter l'identification des contacts et leur qualification. Donc, de manière générale, sur cette partie prise en charge d'un salarié symptomatique, donc qui est indiqué, si vous voulez plus de détails dans le protocole national, il ne faut pas hésiter à demander conseil et à contacter vos services de santé au travail respectifs. Voilà, nous avons terminé pour cette partie théorique. Je vais clôturer avec les liens qui nous semblent utiles à vous communiquer sur cette thématique. Tout d'abord, le site du gouvernement, parce qu'il regroupe un ensemble des informations officielles qui concernent le coronavirus et qui est tenu à jour très régulièrement. Également le protocole national du 31 août, puisque effectivement, on vous l'a cité à plusieurs reprises, nos collègues des autres présentations aujourd'hui l'ont beaucoup utilisé aussi, même si il risque peut-être d'évoluer encore prochainement. Également le guide avec les préconisations de l'OPP-BTP pour les secteurs d'activité concernés. Et le site de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité au travail, que l'on utilise déjà beaucoup actuellement et qui a sur cette thématique aussi des sujets intéressants et notamment une foire aux questions qui est plutôt riche. Voilà, nous avons donc terminé pour cette présentation. Ce que l'on va faire, je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, on va reprendre le fil du chat et se rapprocher de notre modérateur qui nous a fait une sélection de vos différentes questions. Et dans le temps qui nous reste, on a quand même un petit peu de temps pour échanger et répondre à un maximum de questions. Alors, je vais reprendre un petit peu l'historique. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y aura probablement des questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Par contre, je m'entends en écho, Valérie. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services santé au travail respectifs. Et puis, de toute façon, on a tous vos noms, vos mails, donc ça permettra aussi de différer certaines réponses, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Et puis, il y aura sûrement des évolutions au niveau de la réglementation également.
Alors, j'ai une première question. Sommes-nous obligés d'identifier ces risques spécifiques au Covid par unité de travail, comme classiquement dans le DUERP? Le document unique demande effectivement une évaluation des conditions d'exposition par unité de travail. Donc, je pense qu'il reste quand même préférable de continuer cette trame et d'intégrer le coronavirus au sein de vos unités de travail, surtout qu'elles ont déjà été définies dans votre document unique. Donc, vous pouvez poursuivre en l'intégrant à chaque fois que l'unité de travail est concernée. Autre question. Sachant que la Covid-19 est mortelle, nous avons le choix de la gravité. Là, il peut y avoir débat là-dessus, sur le niveau de gravité. Alors, je dirais que, bon, peu importe l'outil que vous utilisez, normalement, vous devez avoir le choix de la gravité puisque le document unique reste une responsabilité de l'employeur. La gravité, il y a toujours un petit peu une part quand même subjective dans cette cotation. C'est pour ça que c'est important de ne pas rédiger son document unique seul et de le rédiger de manière pluridisciplinaire pour justement avoir différents avis. Effectivement, après, on peut soit considérer aussi les statistiques qui nous sont données par rapport à cette nouvelle pathologie, mais effectivement, ça reste une évaluation des risques a priori, donc ce n'est pas aberrant de cocher une gravité 4. On va être entre 3 et 4. Alors après, je vois, il y a pas mal de questions qui tournent autour de comment réaliser son document unique, parce que là, on parle de mise à jour, mais comment le réaliser? Alors, Valérie a pu parler de la notion d'outils. Alors là, vous avez une présentation qui est faite par 2 services de Lyon, mais c'est une présentation qui touche tout type d'entreprise de la Bourgogne-Franche-Comté, donc on n'a pas tous les mêmes outils, les mêmes méthodes. Donc c'est pour ça, rapprochez-vous de services. Alors, dans Lyon, on a un outil qui s'appelle Objectif DU. Pour ceux qui le connaissent, voilà, on va pas trop détailler. Pour les autres, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et ça nous permettra de vous former à cet outil ou alors dans les autres services de la même manière sur d'autres méthodes et outils pour vous accompagner dans l'établissement de votre document unique. Voilà, donc c'est pour ça, on a bien précisé au départ que ce n'était pas une formation sur le DU, sur comment le réaliser de A à Z, et les outils à disposition. C'était pour planter un petit peu le décor. Et pour aller plus loin, vraiment, votre service santé au travail sera votre première ressource. Et n'oubliez pas que tout ça, en général, est compris dans votre cotisation. N'allez pas faire appel à des sociétés privées qui vont se focaliser sur le chèque que vous allez faire à la fin. Alors, j'ai une autre question. Nous utilisons un registre papier. Avons-nous l'obligation de travailler désormais avec un logiciel dédié? Non, vous n'avez pas d'obligation de travailler sur un logiciel. C'est vrai que souvent un logiciel va être proposé parce qu'il y en a qui ont été créés, développés. On dit logiciel, ça peut être un fichier Excel que vous mettez à jour, comme on l'a vu, au moins une fois par an ou en cas de changement. Mais il n'y a pas d'obligation d'utiliser un logiciel en particulier. Alors, je regarde les autres questions. La notion d'unité de travail pour effectoire et pause. Pour évaluer les risques lors d'utilisation des frigos et distributeurs de boissons, il faut bien considérer quel est le risque quand on touche un frigo et des distributeurs de boissons, on est bien dans le risque biologique. Donc, il n'y a pas d'unité de travail à créer, puisque ça concerne tout le monde. Autre question, tout ce que vous nous dites, on le fait depuis mars, mais doit-on le noter? Alors effectivement, on a bien conscience, voilà, vous faites plein de choses depuis l'apparition de la Covid-19. Effectivement, le document unique, comme son nom l'indique, c'est un document qui a été créé pour justement formaliser, noter, indiquer tout ce que vous avez aussi déjà mis en place.
Et du coup, les mesures de prévention déjà mises en place, vous pouvez aussi les intégrer à la cotation. Hein. Selon d'ailleurs les outils déjà existants, vous avez des outils qui prennent en compte les mesures de prévention déjà mises en place. Si vous n'utilisez pas d'outils mais un fichier Excel, après c'est dans votre formule de calcul que vous pouvez intégrer les mesures de prévention dans le calcul de votre risque résiduel. Après, il y a une question dans le DU, je pense qu'il est pertinent d'identifier clairement la Covid sans la noyer dans le libellé risque biologique. C'est pertinent comme remarque. Partez du principe, dans un document unique, autant nous, on va vous donner des informations et des outils. C'est vous qui êtes quand même responsable au final. Et si vous considérez qu'il est plus clair de définir le Covid avec sa définition propre, dans ce cas-là, du moment que vous êtes capable de justifier vos choix, il n'y a pas de souci. Hein, c'est vraiment, vous avez le libre arbitre là-dessus. Vous récoltez de la donnée, que ce soit de nous ou d'ailleurs, et vous la mettez en forme du moment que vous êtes capable de dire pourquoi vous avez fait ça. Et là, vous donnez bien la justification, c'est pour clarifier les choses, notamment si vous avez un risque biologique déjà bien fourni dans votre activité, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a une question qui concerne les véhicules de service. Faut-il les identifier comme unités de travail? Alors, je dirais déjà, même avant l'apparition de la Covid-19, probablement que les salariés utilisaient déjà des véhicules de service. Donc, la seule chose, c'est que maintenant, effectivement, il y a des mesures de prévention qui vont être mises en place, comme on l'a vu tout à l'heure, la désinfection, éventuellement la protection du siège, etc. Donc, on ne va pas le définir comme unité de travail, mais par contre, ça va être une situation qui va être considérée comme dangereuse. Hein, c'est une situation dangereuse. Donc, la question où noter les risques liés au télétravail, télétravail, c'est quoi? En général, c'est du travail sur écran. Donc, j'ai répondu à la question. Vous le prenez en compte dans l'aménagement d'espace de travail lié au travail sur écran. Voilà. Avec des conditions d'exposition qui sont forcément différentes, mais il s'agit bien du travail sur écran. Donc, je vous... Oui. Pardon. Vas-y, Valérie. Pour le télétravail, il faudra bien préciser aussi dans la description de l'unité de travail si ce groupe d'opérateurs est en télétravail exclusif ou en télétravail partiel. Voilà, hein, parce que du coup, ça peut demander une mise à jour assez fréquente hein, en fonction de l'organisation de l'entreprise. On peut être à un moment donné en télétravail exclusivement et puis parfois revenir un jour ou deux par semaine dans l'entreprise. Donc là, vous comprenez bien que c'est cotation que vous allez faire en fréquence durée d'exposition qui va moduler l'évaluation des risques. Alors, il y a plusieurs personnes qui parlent du fait qu'elles ont fait un plan de prévention spécifique dédié au Covid et qu'elles n'ont pas forcément intégré l'ensemble dans le document unique. Alors, on va dire que vous avez fait 90% du job. L'idéal, c'est vraiment de l'intégrer dans votre évaluation du risque. Après, vous avez fait le plus gros, hein, c'est-à-dire identifier les situations de travail et les moyens de protection qui vont bien. Donc, est-ce que ça peut suffire? Sur le papier, non. Il faut vraiment essayer d'aller au bout de la démarche et d'intégrer à votre document unique. Alors après, c'est vrai que si vous avez des outils maison, c'est pas forcément facile. Si vous avez des outils service, peut-être que ça vous facilitera la tâche. Alors, effectivement, vous avez déjà fait une grosse partie du travail, mais l'idée du document unique, comme on l'a vu dans toute la phase d'évaluation, de hiérarchisation, si vous intégrez ces éléments dans l'évaluation des conditions d'exposition, ça vous permettra de les hiérarchiser et du coup de faciliter vos plans d'action ou du moins mieux les coordonner entre eux peut-être. Alors, on a une question aussi qui est revenue, personne qui retient vraiment à sa question, c'est bien. Quelle est la limite entre tout noter et noter un petit peu moins? Alors, c'est vrai que il y a pas mal de choses à mettre en œuvre.
vous pouvez considérer, comme je l'ai présenté dans les moyens de prévention, d'essayer de peut-être généraliser un petit peu les choses, hein, et de ne pas aller jusqu'au cas par cas, et de faire plutôt une synthèse dans votre document unique et de garder tous vos protocoles spécifiques, hein, avec les tâches à faire une par une à tel endroit avec tel produit. Voilà, vous pouvez considérer que l'ADU, c'est le document unique, quand même une synthèse de ce que vous faites. Et s'il y a protocole, vous pouvez considérer que c'est des annexes à votre document unique. Voilà, il y a des gens qui parlent de classeurs, de registres, etc. Voilà, Ouais. Protocole déjà mis en place. Après, donc, protocole de crèche, protocole dans le BTP. Vous avez souvent par branche professionnelle déjà plein de préconisations. Considérez que de toute façon, toutes les informations que vous obtiendrez, que ce soit par le gouvernement, par les branches professionnelles, par vos services santé au travail, sont souvent très riches et très complètes. Donc, vous pouvez les combiner. Après, c'est suivant vos habitudes, vos préférences. Mais vous ne ferez pas n'importe quoi si vous vous basez sur des sources fiables que sont vos branches professionnelles, vos services santé au travail. Alors, je vois qu'il y a eu peut-être il y a quelques minutes déjà des questions concernant le rôle du référent Covid. Là, pour le coup, je pense que le mieux, ce serait peut-être de voir le replay de nos collègues qui ont traité ce sujet exclusivement. C'était le sujet de 13h30, voilà, qui va être également diffusé en replay et qui, du coup, a vraiment abordé que cette thématique du référent Covid. Hein, donc, je pense que c'est mieux de regarder et d'avoir toutes les informations complètes. Donc, il y a des questions sur quand on est deux dans le bureau, ben, il faut mettre un masque. Les notions de surface, il y a des gens qui pensent en mètres cubes, donc mètres carrés, ça suffira. Hein. Donc, on va mettre en tous sens, effectivement, sur un plan horizontal. Voilà. Bon, après, vous retrouverez, ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver spécifiquement dans les guides. Les demi-cloisons sont-elles protectrices en open space sans masque? Ben, pas complètement. C'est pour ça que le masque est obligatoire. Une question également, le DU doit-il être mis à disposition des salariés? Alors effectivement, le document unique doit pouvoir être consulté par les salariés qui le souhaitent, c'est-à-dire que l'employeur a une obligation d'afficher qu'un document unique est présent et à quel endroit il peut être consulté par les salariés. Vous n'avez pas besoin d'afficher le document unique, mais par contre de dire où il peut être consulté. Non, il y a une question, devons-nous créer un DU et puis en faire un autre, en gros, spécial Covid? Non, en fait, quand il n'y en a pas, ben, effectivement, il va falloir commencer par le faire, mais avec tous les risques de l'entreprise plus la Covid. Mais quand vous en avez déjà un, non, c'est pas la peine d'en faire un spécial. En fait, vous venez compléter des risques déjà existants et puis en modifier d'autres, parce qu'on a donné des exemples, un risque chimique ou travail sur écran. Donc non, c'est pas deux documents, c'est un pour l'entreprise. Ça existe depuis 2001 et il est complété, il est mis à jour. C'est le titre de la présentation, mis à jour dans le cadre de la Covid. Voilà, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les hiérarchiser entre eux. Donc, si vous le mettez complètement à part, on ne pourra pas prioriser et définir des plans d'action par priorité. Donc, c'est un peu dommage. La question, le DU doit être accessible à tous les salariés, pas seulement les élus. Alors, de toute façon, un DU, pour qu'il fasse consensus et que tout ce qui est prévu soit bien mis en œuvre, on a parlé d'information, de communication avec les salariés. Si c'est un document qui est dans un tiroir et qui est caché, ben, pour le consensus et l'appropriation par l'ensemble des salariés, ça va être compliqué. Donc forcément, à un moment donné, de toute façon, si vous faites la chose de manière participative, les salariés vont en avoir connaissance. Alors après, qu'il soit disponible sur demande, voilà, vous pouvez prévoir comme ça. Mais que ce soit un document caché, c'est pas une très bonne idée et ça veut dire qu'il n'aura pas été fait dans les règles de l'art, en tout cas de manière intelligente. Alors, on a une question. Si nous avons d'autres questions, devons-nous contacter notre médecin du travail ou pouvons-nous vous contacter? Alors, vous pouvez contacter votre service de santé au travail et après, votre question sera orientée selon si c'est plutôt une question d'ordre médical vers un médecin du travail
ou un membre de l'équipe médicale, ou sinon plutôt vers un intervenant en prévention. Voilà, selon le sujet, hein, je vais vous dire. Voilà, on a fait un bon quart d'heure de questions. Je vous rappelle, hein, tous les supports vidéo sont disponibles. On a vos questions. On va le redire encore une fois, mais rapprochez-vous de vos services, n'hésitez pas. Et là, la dernière question, si un ou plusieurs salariés sont positifs Covid, l'entreprise peut-elle être fermée? Qui décide de la fermeture? Alors ça, je ne m'aventurerai pas sur cette réponse-là. Je suppose que ça doit être la Sécu ou je ne sais pas trop là. Peut-être oui, L'ARS. l'ARS sera forcément dans la boucle. Après, uniquement l'ARS prendra cette décision. Là, il faudrait peut-être qu'on recherche pour ne pas vous donner une réponse erronée là maintenant. Voilà, peut-être s'il reste une ou deux questions, sinon on va pouvoir clôturer. Voilà, si vous avez encore des questions, 1 ou 2 minutes. Bien, je pense qu'on a fait le tour des questions, Lucas. Hein, voilà. Ouais. On vous remercie pour votre participation. Vous étiez nombreux. Et on vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à voir tous les replays de cette journée. Et on va laisser la parole à l'AIST 21 avec la thématique la santé du dirigeant. Au revoir. Merci, au revoir.